objectif sain et honorable, mais il n'est pas forcément antinomique avec les phénomènes de croissance, voire même de concurrence. On a un certain nombre d'actions en cours dans les territoires, que ce soit au niveau des régions, des départements, voire même des agglomérations, où on est dans des logiques de développement durable. On commence parfois même à parler d'écologie industrielle. Donc, oulala, l'association des mots est parfois étonnante, mais on y arrive quand même avec des projets qui sont porteurs de valeur ajoutée, de croissance et d'emploi, parce que j'aurais tendance à dire qu'effectivement on a besoin de croissance dans la période actuelle, même si les prévisionnistes sont plutôt pessimistes sur ce point, mais on a aussi besoin d'emploi. Alors par contre, faisons peut-être aussi attention à ne pas se tirer des balles dans les pieds en proposant la suppression de telle ou telle filière d'excellence que nous pouvons avoir et en mettant en face et en faisant miroiter des filières, je dirais, d'écologie industrielle, mais dont le nombre d'emplois en face ne serait pas forcément comparable. Je pense notamment au débat qui agite le pays actuellement sur la problématique de la filière nucléaire. Écoutez, vous avez par exemple, pour rester en ligne avec le sujet précédent, tout ce qui est problématique d'éoliennes offshore, par exemple. C'est là aussi un vrai débat. On est dans le domaine du développement durable, on est dans le domaine de la création de valeur ajoutée et d'emplois, et vous avez un certain nombre de collectivités territoriales, voire même d'ailleurs d'agences de développement économique. Nous sommes au CNER, donc parlons aussi des acteurs du CNER qui sont en pointe. J'ai en tête par exemple Le Havre, qui a un projet extrêmement intéressant sur ce domaine-là. Nos collègues de l'Agence de développement économique du Havre sont extrêmement présents pour faire aboutir ce projet d'éoliennes offshore. Voilà un exemple. Pour rester dans le domaine du développement durable, tout ce qui est développement de l'éco-habitat, vous avez du côté de la Franche-Comté, du Jura, des collectivités territoriales qui sont extrêmement impliquées dans le développement économique, dans la création de valeur ajoutée et d'emplois sur cet axe-là. Un axe dont on parle peu, et le CNER va s'en emparer dans les semaines qui viennent, ça a d'ailleurs été une question qui a été posée lors de notre dernier congrès de Conques, c'est la problématique de l'économie solidaire. Bon, les départements, les conseils généraux ont quand même des moyens importants et des obligations importantes dans le domaine social. Peut-être y a-t-il là aussi la possibilité, j'ai envie de dire, d'activer des dépenses passives. On a des exemples, je crois, du côté des Hautes-Pyrénées, où le comité d'expansion locale accompagne des bénéficiaires du RSA vers la création d'entreprises, et vous avez des résultats qui sont intéressants. Vous avez à peu près 50% des entreprises créées qui existent toujours après 3 ans, qui est un bon critère de mesure de la mortalité infantile des entreprises. Alors, sur le marketing territorial, il y a déjà le marketing tout court. Donc, nos agences sont chargées, j'allais dire, de vendre le territoire à l'extérieur. Donc là, le marketing territorial est avant tout un outil, voilà, de vente, comme il l'est pour n'importe quel produit, j'ai envie de dire. Mais plus fort que ça, effectivement, le marketing territorial, cette fois-là, c'est parier du développement économique sur l'existence d'une forte identité du territoire. Et ça, bon, là aussi, vous avez, la France est un vieux pays, il y a de vieilles traditions, parfois c'est un petit peu lourd à porter et on dit on n'est pas trop flexible. Là, ça peut être aussi un atout, et ça peut se retourner en atout, et vous avez des exemples en cours, voire même des exemples réussis. Alors, là aussi, au niveau territoire, vous avez des régions, je pense à Languedoc-Roussillon, où ils ont créé une forte marque, vous avez sur Lyon, Lyon, bon, mais vous avez dans les territoires plus petits, ou dans les territoires ruraux, de forts développements économiques qui s'appuient sur en fait le partage d'une identité commune. D'abord, ça fédère le territoire, donc je dirais là il y a une dynamique qui se crée autour de ça qui est bonne pour le territoire, donc on est dans l'endogène, mais ça permet aussi aux acteurs du développement économique, aux chefs d'entreprise, j'ai envie de dire une la palissade, mais je vais la dire quand même, il n'y a pas de développement économique sans entreprise. Et un pays qui n'aime pas les entreprises et les entrepreneurs s'expose quand même à de grandes difficultés. C'est aussi un sujet dont on pourrait parler. Mais pour revenir à votre question sur le marketing, c'est effectivement un outil pertinent actuellement de développement des territoires, car en renforçant ce sentiment d'appartenance au territoire, on crée une dynamique collective qui est favorable au développement.
Bien, moi, mes convictions personnelles font que je suis un Européen convaincu et je suis un décentralisateur. Donc c'est déjà une façon très claire de répondre à votre question. Maintenant, acteur élu depuis presque 25 ans maintenant, élu local, le recul que j'en ai, c'est un mouvement de fond. Sans doute faut-il aller vers un acte 3 de la décentralisation, ça me semble indispensable. Est-ce que la loi sur la réforme territoriale actuelle répondra complètement à cet objectif-là? On peut se poser des questions, même si la loi en fait donne aux futurs conseillers territoriaux les outils de la rationalisation. Donc je dirais c'est quand même une expérience qui pourrait être intéressante si elle est menée au bout, tout simplement parce que ce sont les élus locaux eux-mêmes auxquels on va demander de tricoter sur le terrain la coopération entre le département et la région. C'est quelque chose d'assez inédit dans un vieux pays centralisateur comme le nôtre. D'autres possibilités voilà, s'offrent à nous, hein, et là personne ne peut préjuger de ce que sera le résultat de l'élection présidentielle et de l'élection législative qui suivront dans quelques mois maintenant. Mais là par contre ce que je pense clairement, c'est que même si la loi sur la réforme territoriale devait être amendée, la situation économique générale du pays nous obligera de toute façon à réfléchir à une nouvelle organisation, pour prendre un terme à la mode, à un nouvel ordonnancement territorial en fait, et on n'en fera pas l'économie. On ne fera pas l'économie ni de ce débat, qui est déjà de toute façon engagé, mais aussi de modification d'organisation. Et là aussi, dans le domaine du développement économique et de nos agences de développement économique, vous avez déjà un certain nombre de territoires qui n'ont pas attendu la loi, qui n'ont pas attendu, voilà, et qui ont pris des initiatives. Vous avez dans certaines régions le rapprochement entre les agences de développement économique plutôt chargées de la prospection qui se rapprochent avec les agences de l'innovation, par exemple. Dans d'autres régions, ce sont des rapprochements avec le comité départemental du tourisme. Vous avez aussi sur certains territoires des rapprochements qui sont en fait verticaux, cette fois-là. Hein, donc on rapproche les agences entre elles et on mutualise les coûts. Donc voilà, on est... Dans ces territoires, on est pratiquement sorti du débat. Vous avez déjà des actions concrètes où on recherche par la mutualisation plus d'efficacité et aussi quelques économies d'échelle. Donc, en fait, ce n'est pas antinomique là non plus avec la décentralisation. Je crois que si la décentralisation veut persévérer, et je crois qu'il le faut, il faut aussi démontrer que nous sommes efficaces. Avez-vous le sentiment que la décentralisation, dans sa notion même, est un peu au bout d'un cycle, d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, au moment où la France, comme d'autres pays européens, traverse une crise très forte, structurelle, est-ce qu'aujourd'hui, la notion de décentralisation doit être dépassée pour aller dans une réflexion plus vaste, autour d'un terme d'ailleurs que vous utilisez, qui est le terme d'ordonnancement, que l'on retrouve chez Jean-Pierre Belligan et Michel Piron comme un enjeu de gouvernance et non plus une variable d'ajustement. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, moi je suis vice-président d'un conseil général et je préside la commission des finances. Donc les difficultés financières des collectivités, j'y suis extrêmement sensible. Et pour rester dans la ligne de cette discussion, il est clair que compte tenu du rôle majeur qu'on a confié au département et au conseil généraux dans le domaine social, si les choses se poursuivent sans remise à plat du système, les conseils généraux vont finalement devenir des caisses de sécurité sociale. C'est pas péjoratif, mais on est dans une logique d'administration de procédures nationales au niveau local, on n'est plus dans une logique de décentralisation. Donc si à un moment donné, les acteurs même de la décentralisation n'acceptent pas de remettre l'ouvrage sur le métier avec une logique de meilleure efficacité, c'est indéniable compte tenu des contraintes économiques que nous avons, de meilleure lisibilité aussi vis-à-vis du citoyen. Là aussi, bon, les gens ne savent plus très bien ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et ça pose de vraies difficultés. C'est pas pour autant que ça condamne la décentralisation, mais là aussi, effectivement, si on veut que le mouvement de décentralisation non seulement survive, mais améliore sa prestation, l'intérêt de cette organisation, c'est finalement de rapprocher le décideur du citoyen, hein, c'est pas de créer des baronnies locales ou que sais-je. L'objectif est de plus d'efficacité du service public vis-à-vis du citoyen. À partir de ce moment-là, il faut accepter de se remettre en cause et probablement d'aller aussi un petit peu plus loin. Ça suppose aussi que l'État, dans sa propre organisation, poursuive son mouvement de déconcentration. Ce n'est pas complètement terminé. Merci, Monsieur le Président. Voilà.